Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Nous sommes le 15 juin, c'est l'heure de l'épreuve de philosophie du bac général 2022. On va corriger la totalité de l'épreuve pendant une vingtaine de minutes. On va vous dire ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Vous aurez des corrigés précis sur l'étudiant.fr. Ici, on va faire plutôt un rendu dans un premier temps pour voir si vous avez réussi ou non l'épreuve. J'accueille pour cela Laurent Payette-Chevalier. Bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes prof de philo en terminale. Exactement. Et vous avez travaillé sur les sujets ce matin. Alors peut-être un petit commentaire d'abord. Est-ce que c'est un sujet plutôt facile, difficile? Alors Thibaut, le sujet était assez classique puisqu'il correspond d'abord au programme de terminale, donc pas de surprise finalement. Un premier sujet sur l'art, un deuxième sur l'État et la justice, et puis un troisième un petit peu plus cavalier, une explication de texte sur la science et autre chose, nous le verrons, mais tout ça reste en fait assez classique. Très bien. Donc, du programme, si vous avez révisé, vous aurez la moyenne. On l'espère. On va commencer par les sujets de dissertation. Bien sûr. Le premier sujet, c'était la question: les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Là aussi, c'est une question assez classique, vous m'avez dit. D'abord, quelle est vraiment la problématique du sujet? Alors déjà, avant d'entrer dans la problématique, il faut faire attention au sujet lui-même. Je remarque qu'il y a un pluriel. Ce n'est pas la pratique, comme la pratique d'un art, le fait de faire quelque chose, mais les pratiques artistiques au pluriel. Sculpture, danse, etc., les manières de faire, et peut-être même au sein même des différents courants, les différentes manières de faire, manière de peindre, manière de sculpter. Et donc c'est un sujet qui peut être demander un petit peu de culture artistique, de ne pas hésiter dans la copie à un nom de tableau, de danseurs. La culture personnelle, ça. La culture personnelle, voire même ce qu'on a pu voir en cours. Donc les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Le verbe transformer. Alors, en français, le verbe transformer est un peu particulier parce qu'on transforme toujours quelque chose en quelque chose. Donc, si on transforme, c'est qu'il y a un état précédent et un état à venir. Et donc, peut-être tout l'enjeu est de montrer cette transformation. Or, là, il y avait peut-être une petite ambiguïté qu'il fallait déceler, c'est que les pratiques artistiques transforment le monde. La pratique artistique, ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire une industrie, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'artisanat, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un métier ordinaire, dirons-nous. Donc peut-être qu'il y avait là une subtilité à détecter entre le verbe transformer et les pratiques artistiques. Transformer, c'est un peu le piège, c'était l'élément central à bien définir avant de s'attaquer au sujet. Voilà, il fallait non seulement bien le définir, mais transformer, il fallait peut-être saisir les opposés rapidement sur la copie. C'est une distinction conceptuelle. Transformer, ce n'est pas métamorphoser. Transformer, c'est donner une autre forme. Mais peut-être en laissant le contenu identique, mais donner une autre forme, pourquoi faire? Peut-être pour mieux relever ce que la chose est, mieux la manifester, mieux la penser, mieux la présenter. Et le monde, on parle du monde dans sa globalité, il n'y avait pas forcément de double sens ici? Alors le monde est un concept assez difficile, et je pense qu'il aurait fallu le redéfinir à chaque fois. Est-ce qu'on entend le monde simplement comme ce de quoi nous avons l'expérience? Ou est-ce qu'on entend, comme chez Heidegger, le monde comme un renvoi de sens et de signification? Ou est-ce qu'on entend le monde comme ce qui appartient à un même domaine, le monde de l'art, le monde de la technique, etc. Donc à chaque moment, il aurait fallu redéfinir le mot monde pour donner sens dans le sujet. Ok. Vous, en tant que correcteur, une fois qu'on a bien pris du recul sur la question, qu'est-ce qu'on pouvait dire dedans? Déjà, quelle notion du cours? Alors, quelle notion, quels auteurs? Qu'est-ce qu'il fallait mobiliser de ses connaissances personnelles? Et puis, dans quel ordre on les mettait en forme? Alors moi, dans un premier moment, je serais peut-être allé chercher sur les pratiques. Qu'est-ce que c'est que les pratiques? Et pourquoi ça transforme? Parce que simplement, ça réalise dans le monde quelque chose qui n'y est pas encore. Et je prends là le monde au sens de la nature, au sens de ce qu'il y a. Et les pratiques artistiques transforment. C'est Hegel qui dit ça dans l'introduction de l'esthétique. Toute activité de l'esprit est belle et plus grande que l'activité de la nature parce que c'est une activité de l'esprit. Et donc dans les pratiques artistiques, c'est peut-être l'esprit qui se déploie de la manière la plus grande, la plus noble, la plus importante. Et donc dans les pratiques artistiques, quelque chose du monde est transformé parce qu'on y apporte ce qui n'y était pas, la simple activité de l'esprit. Et en cela, on peut s'imaginer un monde différent, voir le monde différemment. Mais une fois que j'aurais dit ça, j'aurais évoqué un léger doute. Parce qu'est-ce que véritablement on transforme le monde? Est-ce que véritablement on le fait différent? Ou plutôt, c'est le monde lui-même qui se dit dans notre art. Et là, deux grands auteurs, Kant, peut-être d'un côté, avec la notion de génie, c'est par la nature c'est par le génie que la nature donne à l'art ses règles. La nature, le monde qui nous entoure, donne à l'art ses propres règles. Comment faire? Il faut imiter la nature. Donc je ne transforme pas le monde, j'imite le monde. Et peut-être
façon plus contemporaine, on aurait pu aller chercher un Brecht, la distanciation au théâtre, montrer la réalité, arrêter de penser le théâtre comme un monde dans le monde, mais peut-être simplement dire que l'acteur, quand il est sur scène, sait qu'il est un acteur. Et donc il ne transforme rien. Il ne fait que d'être distancié avec ce qu'il fait et peut-être d'aider les gens à prendre conscience de la réalité, de ce qui sont la réalité politique de leur existence. Donc le problème aurait simplement été, dans un premier temps, oui, on transforme le monde parce qu'on y apporte quelque chose qui n'y est pas, mais finalement c'est le monde qui se dit dans l'art pour mieux penser le monde, pour mieux le saisir. Alors vous me direz peut-être quelle solution, quel grand roi, comment sortir de là? Peut-être penser avec Hannah Arendt que l'œuvre d'art n'est pas quelque chose d'éphémère, que l'art produit des œuvres qui tiennent dans le temps, plus longtemps qu'une vie, et transforment un monde que nous léguons à la postérité. Et que finalement nous pouvons habiter le monde, Heidegger le dit, à travers les œuvres d'art, c'est le concept d'inhabitation. J'habite le monde par les œuvres d'art et donc mon monde est transformé parce que je vis le monde par les mots d'un grand auteur. C'est très clair, rien à ajouter sur ce sujet particulier. Si ça vous va, moi ça me va. On a fait le tour. J'aurais combien? Moi je mettrais 13, 13 Bon, c'est gentil, c'est pas juste. En tout cas, c'est pas une réponse en oui ou non qu'on attendait évidemment. Évidemment, bien évidemment. Le sujet 2, c'est pareil. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Oui ou non, c'est trop facile. Trop facile. Mais là aussi, on va faire la même chose, c'est-à-dire que pour commencer, on prend du recul par rapport à la question. Exactement. On la contextualise. Là, qu'est-ce qu'il fallait bien problématiser? Quel piège repérer dans la question? Alors, le mot un petit peu difficile, c'est revient-il? Il revient à une structure assez ancienne qui donne tout simplement le point de légitimité. C'est à lui de le faire. Voilà simplement ce que ça veut dire. Il revient à l'État de décider de ce qui est juste. Décider, ce n'est pas simplement le fait de dire. C'est une parole qui norme. Je décide que c'est ainsi. On ne peut pas discuter. Donc le sujet se demande si finalement il ne reviendrait pas à l'État de dire ce qui est juste, c'est-à-dire n'est-il pas de la prérogative de l'État de normer et en normant d'énoncer le juste. Alors il y a deux difficultés. La justice est un principe, l'État est une institution. Alors, comment l'État, en tant qu'institution, peut-il donner la norme d'un principe? Quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que tout le problème doit être travaillé autour de cette structure-là. Une fois qu'on a identifié ça, voilà. Même question, quelles connaissances on va chercher dans son cours et dans ses connaissances perso aussi? Alors l'État, la justice, bien sûr. Alors je pense que le piège quand il y a un sujet sur l'État, surtout en période de campagne électorale, c'est de courir et de reprendre les discours de nos politiciens préférés en essayant de tirer le sujet vers tel ou tel bord politique. Donc il s'agit de philosophie politique, c'est-à-dire de penser le politique, de penser l'acte politique et même d'avoir peut-être cette distance critique au moment d'une période électorale. Les connaissances sont celles du cours, très simplement. Le sujet n'a pas de grandes difficultés et j'aurais envie de dire, tous les auteurs vus en cours, Aristote, Hannah Arendt, ont quelque part traité de ce sujet-là selon une perspective qui est la leur, mais il y avait de quoi faire. Et vous proposez, vous, quel plan de dissertation? Alors moi, d'abord, dans un premier temps, j'aurais simplement dit, de manière assez simple, que l'État, oui, peut décider de ce qui est juste. Mais pourquoi? Parce que la justice appartient à l'État. Le droit norme le juste. Parce que nous vivons en collectivité et que l'État doit assurer pour tous le rapport à ce qui est juste. Dans l'esprit des lois, Montesquieu dit que nous devons tous être à égale distance. C'est le chapitre 1er du livre 1 du droit. C'est ça la justice, c'est cette égale distance de tous. Peut-être parce que le droit, en cela, définit l'homme comme une essence libre, dit Hegel. Peut-être encore parce que, dit Hegel, le droit est une condition de possibilité de l'agir humain et je n'agis justement que dans le droit parce que, justement, l'autre a aussi le droit d'agir. Mais plus précisément, dit Hegel, et moi c'est le point que j'aime beaucoup chez Hegel, il est le seul à pouvoir aller jusqu'au bout de la justice. C'est-à-dire, puisque nul n'est censé ignorer la loi, quand je commets un délit, dit Hegel, eh ben, je dois assumer ma responsabilité devant le droit. Je veux ce que veut le droit, donc je veux la sanction. Or, qui peut appliquer la sanction jusqu'au bout, si ce n'est l'État? Donc oui, l'État décide de ce qui est juste, parce qu'il est le seul à pouvoir l'appliquer, parce qu'il faut qu'il prenne un point de vue qui est celui de la collectivité et non pas seulement d'un individu, et parce qu'en définissant la justice, il définit finalement l'homme comme une essence libre. Mais peut-être qu'on peut douter de ça. Le nom en deuxième partie. Voilà. Plutôt révoquer en doute ce qu'on vient de raconter.
Alors, on peut en douter parce que si l'État, comme chez Hobbes par exemple, prend une position absolue et qui décide de tout, finalement, est-ce que je suis, moi, dans la position d'être libre par rapport à ce concept de justice? Une justice qui ne connaît pas la liberté, est-ce que c'est encore une justice? Une justice qui m'empêcherait de me rebeller. Je rappelle que Hobbes, dans le Dickie dit qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre le souverain, puisque quand il dit que c'est juste, je dois le faire. Il dit même dans le Léviathan, ce que le souverain veut, je le veux. Une justice ainsi n'est pas tout à fait une justice. Plus encore, on pourrait même se demander si le concept de justice appartient vraiment à l'État, puisque cela présupposerait que l'État ne peut pas évoluer. Or, le droit des femmes a évolué. Et Dieu merci. Ça veut donc dire que la justice, l'État n'était pas tout à fait juste. Il y a 100 ans, 200 ans sur le droit des femmes. L'État devient juste. Donc si l'État devient juste, il ne peut pas donner la norme de la justice. Il doit être à l'écoute de cette norme qui est située ailleurs. Spinoza dirait, elle est fondamentale, elle existe avant même l'État. Et donc en cela, on peut dire que l'État ne peut pas décider de ce qui est juste. Donc le problème, simplement, c'est que d'une part, l'État pose la norme du droit et du juste pour la collectivité d'un point de vue supérieur qui nous rend capables de vivre en collectivité, mais en même temps, il ne peut pas être le seul garant et décideur puisque lui-même doit évoluer. Et s'il prend une position absolue, ce n'est pas juste. En solution, moi je proposerais un petit tour chez Kelsen. Peut-être de distinguer la justice morale et la justice légale. Kelsen distingue dans la théorie pure du droit l'être et le devoir-être, sein und sollen. L'être, c'est ce que je fais. Le devoir-être, c'est comment je devrais être au regard du droit. Il y a simplement se rappeler de Kelsen que le droit n'est qu'un ensemble de textes normatifs qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, mais du droit positif. Et donc mes actions seront pensées a posteriori en fonction de ce droit-là. Donc oui, l'État décide de ce qui est juste en droit. Mais personnellement, je peux estimer qu'il était juste d'aider telle ou telle personne. L'État requalifiera a posteriori pour savoir si c'est conforme au droit. Donc là, c'est la question de justice qui prédomine sur la fin. Mais est-ce qu'on pouvait aussi considérer un État comme étant, on peut penser à une démocratie ou un État autoritaire, est-ce que c'était aussi un point de bascule qu'on pouvait utiliser? Pourquoi pas, mais il faut rester dans la théorie du droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entrer dans une casuistique de l'ensemble des régimes possibles et imaginables, mais il faut se demander si l'État est le principe qui ordonne et coordonne une société par le droit, c'est le cas de certains régimes autoritaires comme des régimes qui ne le sont pas, comment cette imposition du juste par le droit nous rend légitime ou non le concept de justice. En tous les cas, on retient que l'État, c'est le concept d'État qui est ici jugé, non pas l'État français. Exactement. Et la campagne en cours. Exactement. Donc il valait mieux ne pas en parler. D'une façon générale, est-ce qu'on pouvait utiliser des exemples dans les deux sujets ou c'est plutôt mal vu? Oui, il y a des grands exemples de théorie politique. Les questions de révolution chez Hannah Arendt, les questions de la liberté en art, les pratiques de l'art, Banksy par exemple, que sais-je encore. Oui, on peut utiliser notre culture, mais toujours au service d'une conceptualisation et d'une argumentation stricte. Ok, merci beaucoup. On va passer au sujet 3 qui est donc le commentaire de texte, un commentaire de texte de Cournot sur la science, et on l'a dit sur la psychologie, c'était peut-être le piège à éviter dans un texte assez long. D'abord, avant de parler du texte, on va faire un tout petit point méthodologique. Ah, c'est important, oui. Parce que qu'est-ce qui est attendu dans un commentaire? Comment on doit, simplement en méthodo, comment vous allez juger le candidat sur ses méthodos? Le texte. Alors, le défi, c'est d'abord les candidats ont tendance à aller parler de complètement autre chose. Je prends une idée et hop, c'est parti. Alors là, c'est compliqué. D'autre part, c'est la simple paraphrase, c'est-à-dire le texte dit « je redis moins bien ce que Cournot a écrit sublimement ». Non, il faut chercher à analyser. Alors comment fait-on? On cherche le problème, on cherche le paradoxe, on cherche ce qui ne va pas de soi et surtout, on se bat avec le texte pour se demander comment Cournot a-t-il construit sa pensée. Ici, c'est très simple. Premier moment, définition. Deuxième moment, un cas pratique. Troisième moment, objection. C'est quasiment un syllogisme. Il faut donc comprendre quelles sont ses prémices, quel est le point de départ, pourquoi le cas qu'il évoque, ici la psychologie, est un problème, et quelles sont les objections et comment les objections répondent aux définitions posées précédemment. Alors dans le texte, il y avait, j'imagine, des points d'intention. Vous, là, qu'est-ce que vous déterminez comme étant important justement à la lecture du texte, les points à extraire, les points à vraiment retenir qui vont peut-être structurer la pensée justement du candidat? D'abord, remarquez qu'il y a un mouvement et que d'abord il y a des définitions. Cournot commence par définir ce que c'est que la science. Cournot est un homme du 19e, la science est naissante, la science expérimentale apparaît au 19e siècle, il donne simplement les définitions de la science expérimentale. Une expérience qui doit être
qui peut être refaite, des principes clairs, etc. Donc, la question de l'erreur, de l'échec. Donc, il définit simplement ce que son époque découvre, c'est-à-dire la science expérimentale. En cela, il n'est pas très loin d'un Claude Bernard ou d'autres grands de l'époque. Mais immédiatement, il se demande si tout peut être science au regard de ce critère de l'expérience. Bien sûr, pas question là de sciences mathématiques, mais si cette définition de la science expérimentale peut s'appliquer à tout. À l'époque, elle s'applique à la physique, elle s'applique à la biologie, elle s'applique à la médecine. Il y a des avancées grandioses, elle s'applique à l'archéologie. Donc, les sciences sont créées à ce moment-là. Mais il se demande si elle peut s'appliquer à la psychologie. Autrement dit, le problème de Cournot consiste à se demander, est-ce que la psychologie peut être une science sur le modèle des sciences expérimentales? Peut-on prouver des choses en psychologie? Peut-on tester en psychologie? Comme on teste l'inconscient, comme on teste par l'inconscient, mais comme on teste le cuivre, peut-on tester l'esprit? Comme on teste le métal, peut-on tester mes désirs? Réponse de Cournot, non. Alors toute l'ambiguïté est là. Que dire de la psychologie? Peut-on en parler? Peut-on faire de la psychologie une science? L'idée de Cournot, ou plutôt sa position, sa thèse, consiste à dire que non. La psychologie échoue à entrer dans l'ordre des sciences expérimentales. Donc ça, c'est ce qu'on comprend du texte. Est-ce qu'on peut, vous allez me dire non, citer d'autres auteurs qui ont parlé de psychologie ou pas? Alors, c'est compliqué, puisque les textes de Freud arrivent bien plus tard, à la fin du 19e siècle. Celui à qui on peut penser en lisant le texte, c'est bien sûr Claude Bernard, dont ce qui est décrit parfois ressemble à Claude Bernard, mais ce n'est pas inscrit dans le texte. La seule chose que l'on pourrait dire, comme je le dis maintenant, c'est qu'il y a un rapport avec les questions du 19e siècle, si on le sait, sinon ce n'est pas très grave, s'attacher au texte, uniquement au texte, et montrer que dans le texte, une problématique émerge. Donc une ouverture, c'est un bonus ou c'est un risque qui peut être sanctionné? À la toute fin du texte, non, pourquoi pas, mais on peut très bien montrer que ces questions-là seront peut-être déjouées par Freud, dans Le Moi et le Ça, etc., plus tardivement, et qu'il y a une continuité dans l'histoire de la pensée, ou même Husserl encore plus tard, qui se posera les mêmes questions que Cournot sur le caractère scientifique de la psychologie. Oui, ce sont des questions qui traversent le 19e et le 20e siècle, donc si l'élève à la culture nécessaire est capable de le montrer, oui, pourquoi pas en ouverture, mais pas dans le commentaire de texte, surtout pas. Okay. Et dernière question sur le commentaire, hein, une longueur, parce qu'on sait que parfois les candidats ont tendance à faire trop long ou trop court. À votre avis, une longueur qui est raisonnable sur ce texte-là pour commenter? Alors, c'est pas la taille qui compte, mais disons que en dissertation comme en commentaire de texte, je crois qu'il y a un format à ne pas dépasser, c'est le 3 copies doubles. Je veux dire, au-delà de 3 copies doubles, où sommes-nous? C'est une lecture qui est trop longue. Je pense que l'explication de texte est difficile, la taille des parties dépend du découpage du texte que nous avons fait. Donc il ne faut pas forcément chercher à faire 3 parties dans une explication de texte, il faut simplement chercher à suivre le texte, et à coller au texte tout en le développant. Donc la taille des paragraphes, etc. dépend en fait du découpage qu'on a posé, rien n'est attendu. Ok, donc le découpage que vous avez cité juste avant. Merci beaucoup Laurent pour cette correction express. Vous retrouverez les corrigés plus détaillés sur l'étudiant.fr ainsi que les corrigés de français demain et les corrigés des épreuves de spécialité qui ont été passées le mois dernier. Merci à tous pour votre attention. J'espère que votre épreuve s'est bien passée et que vous n'avez pas eu trop chaud. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'étudiant.fr.